Ho, 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 ho! Bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Nous y sommes, ou presque, puisqu'il reste quelques jours avant notre congé des fêtes. En tout cas, c'est là qu'on est rendu. C'est là que je suis rendu. Donc, joyeuses fêtes, votre hôte Jean-François Sénéchal. Bienvenue à notre spécial de Noël d'IA Café. Un spécial de 2 épisodes, donc en 2 parties, parce qu'il y a beaucoup de monde cette année, notre partie de Noël. Et deuxième partie, ce sera pendant le temps des fêtes, donc le 29 décembre, vous aurez encore une fois des nouvelles de nous pendant votre temps des fêtes. Vous allez pouvoir nous écouter en allant vous promener, prendre votre marche, brûler quelques calories peut-être, puis, ou dans mon cas, peut-être prendre congé de quelques enfants bruyants. Partez de Noël donc, mais ce sera aussi l'occasion de nous prononcer sur nos prix IARC et nos prix Lovelace. Donc, c'est votre cadeau de Noël, puis c'est le nôtre aussi. Donc, rappelons un peu le concept. Nos prix Lovelace et IARC, c'est un peu notre vue de l'année 2022. Donc, on parle du meilleur et du pire, je dirais, de l'intelligence artificielle. Donc, les prix Lovelace, ce sont nos meilleurs articles, nos événements, congrès, prouesses techniques, nommez-les, là. N'importe quoi qui est dans le domaine, qui est important, qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui est digne de mention, et donc digne du prix Lovelace en l'honneur d'Ada Lovelace. Évidemment, vous savez tout ça. Et la contrepartie, c'est notre prix IARC, qui est le pire jeu de mots de l'histoire moderne, j'en conviens, mais les prix IARC sont donc nos prix Citron. C'est le pire de l'IA, puis ça nous fait dire IARC, d'où le titre. Donc, pour nos prix cette année, j'ai donné encore une fois rendez-vous à l'équipe d'IA Café dans un chalet en bois rond, donc toujours perdu dans la forêt québécoise. En tout cas, c'est le concept pour notre party d'IA Café. Et plusieurs sont venus en motoneige, en traîneau, en traîneau à chier. Non, les clichés sur le Québec, là, en voulez-vous, en v'là. Donc, en studio, je veux dire au chalet, avec moi, Ève Gaumont, Shirley Plumerand, Frédéric Plamondon, Maxime Heuillet sont déjà arrivés. Bonjour, groupe, comment ça va? Salut tout le monde. Qui fait du traîneau à chien ici, là? Qui a déjà fait ça dans sa vie, là? Moi, j'en ai fait quand j'étais enfant, mais maintenant, j'en fais plus parce que ça coûte vraiment cher. T'as fait du traîneau à chien, puis t'as fait ça où? Le meilleur ami de mon père avait un hôtel à la montagne, puis il y avait genre une activité pour faire du traîneau à chien juste à côté de l'hôtel. Génial, génial. Donc, c'est intéressant. En tout cas, au Québec, dans mon entourage, il y en a très peu qui ont déjà fait du traîneau à chien. Donc, merci d'être là. Bienvenue à notre party d'IA Café. Bienvenue à nos auditeurs. Presque 50 épisodes d'IA Café, imaginez. 50! 50! J'espère que vous avez autant de plaisir que nous dans cette enquête sur la recherche en intelligence artificielle. C'est beaucoup de temps investi dans ce podcast, mais on a encore du plaisir, beaucoup de plaisir à faire tout ça. Puis j'espère que vous avez appris autant que nous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris pendant cette enquête. Donc, merci encore d'être là dans ce 49e épisode, bientôt 50 épisodes. Bon, assez parlé. Les prix Lovelace et IARC, vous êtes là pour ça. On va commencer par notre plus ancien membre d'IA Café, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien, vous autres? Yes, tu t'amuses toujours en IA et ressources humaines? Exact, toujours. Excellent. Pas trop dépassé par tout ça? Toujours. Excellent. OK, quels sont tes prix Lovelace et IARC cette année?
Ben, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous raconter un peu une histoire, en fait. Fait que ça a commencé par un gars qui tripe sur les revues de littérature, qui a besoin de faire de la revue systématique de littérature, puis je suis tombé sur une application qui a fait de moi une véritable Alice au Pays des Merveilles. Je suis tombé dans le trou du lapin. L'application s'appelle Research Rabbit. Là, c'est Lovelace, là. Oui, c'est Lovelace, c'est un Lovelace. Ok, Le vas-y. Lovelace m'a permis de trouver les yarks après. OK, c'est bon. Fait que Research Rabbit, en fait, ils se définissent comme un Spotify de la recherche. C'est un peu comme n'importe quel outil documentaire. Là. Vous entrez des mots-clés, vous entrez des noms d'auteurs, des DOI, de ce que vous voulez, puis ça fait une recherche, ça vous donne des articles. Ce que ça fait très bien, notamment, c'est que ça relie les auteurs. Fait que ça vous fait une représentation graphique des réseaux d'auteurs qui ont travaillé sur un sujet selon les mots-clés. Ah oui. Ça, c'est absolument Est-ce qu'on voit les fascinant. auteurs les plus importants ou Oui. les plus cités en gros? Là? Exact, c'est en plein ça. Fait que les nodes représentent l'importance, la quantité de publication, la pertinence, etc. C'est vraiment très, très bien fait. Ça permet la collaboration entre chercheurs et chercheuses. Ça permet de créer des bibliothèques, des librairies. Lorsque les PDF sont disponibles, les liens sont ajoutés. Puis ça vous permet aussi de suivre, c'est pour ça que ça s'appelle le trou de lapin, de suivre un auteur sur plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir presque à l'infini, sans jamais perdre le lien entre les différents auteurs. C'est gratuit. Ça devrait rester gratuit pour les chercheurs, les chercheuses, ce qui fait que vous pouvez en bénéficier maintenant. Puis je vous avise, là, ça va vraiment bien. Puis quand vous tombez là-dessus, vous allez avoir besoin d'installer un autre logiciel de prise de notes, celui-là, qui s'appelle Obsidian, qui a été créé par la pandémie. 2 logiciels qui sont absolument fameux, qui fonctionnent très bien ensemble, que je vous recommande chaudement. Et ce que ça fait, moi, en fait, c'est que ça m'a fait tomber sur des articles qui, je dirais, brassent un peu les colonnes du temple de l'IA, notamment sur... puis ça, en fait, c'est des prix Lovelace parce que c'est des articles que j'aime beaucoup, mais qui en même temps sont des yarks parce qu'ils critiquent quelque chose de l'IA. Vous me suivez? C'est un peu des Lovelace aigre douce, si on veut. OK. Puis ces 2 articles-là, ou ces 2 éléments-là, en fait, c'est des articles qui sont intéressés aux LLM, les Large Language Models, que vous connaissez sous le petit nom de GPT-3 ou ces différentes variables comme DaVinci ou ChatGPT-3, ce genre de choses-là. Mais qui portent aussi, d'une autre façon, sur les outils qui permettent de faire une conversion de texte vers image comme Midjourney puis DALL-E, par exemple, ce genre de choses-là. Qui sont absolument fameux. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Là. Moi, j'ai essayé plein d'affaires sur ma page, sur mes réseaux sociaux. Dans le rabbit hole, là, il y en a là. Il y en a en masse, en masse. Tellement des fois que c'est étonnant. Là. On se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a retouché à ça et qui a dit non, c'est de l'IA juste pour faire hype un peu. mais dans les faits, il y a des gens qui sont intéressés à ça d'une belle façon, notamment Annie Dorsen qui publiait le 25 octobre 2022 dans une revue sur Internet qui s'appelle The Bulletin of Atomic Scientists. Qui disait en gros que ces outils-là, c'était l'équivalent de machine à sous algorithmique. Machine à sous? Oui. Tu sais, c'est un peu comme une slot machine. Tu sais, vous arrivez devant un écran, vous tapez sur un mot, vous tapez un mot-clé, puis tout à coup, la machine tourne. Il y a une attente. Puis ça vous donne quelque chose, tu sais. C'est une belle image, c'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image, pas de problème, on repart la machine à sous, on recommence. C'est un mauvais texte, c'est un beau texte, pas de problème. Mais dans les faits, ce que ça fait... juste les petits sons là, rassurants. Là. Exactement, puis la quantité de personnes assises en ligne qui pèsent, mais là maintenant, tout le monde dans son salon en faisant ça ou dans son bureau, ça fait qu'on le sent moins. Mais l'autrice de ce texte-là a dit, mais dans les faits, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est de l'extractivisme pur, ça vient extraire des modèles, ça vient modéliser notre imaginaire collectif à des fins de commercialisation. Elle dit ça, en soi, c'est un peu problématique parce que c'est comme si on repoussait les frontières du capitalisme, si on veut. C'est comme si on repoussait les frontières du capitalisme numérique avec des outils qui, maintenant, vont venir faire en sorte qu'on peut devenir des Van Gogh, des artistes connus, à partir d'un paquet de fragments comme ça, qui c'est juste du hasard, en fait. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de réflexion. C'est juste on s'amuse à se renvoyer une image de notre imaginaire collectif, puis on fait « Wow, c'est beau », puis c'est partageable sur les réseaux sociaux, ce qui fait que c'est super. De son point de vue, les artistes ne vont pas embarquer là-dedans, ils vont le tester, puis après ça, ils vont faire autre chose de plus complexe qui va plus loin que ça. Mais ça soulève la question de l'extractivisme, ça soulève la question de la commercialisation de tous les aspects de notre vie, notamment ce qui est recherché, entre autres, dans des environnements comme le Web3, le Metaverse, la blockchain, ce genre de choses-là. Fait que c'est une rationalisation, mais cette fois-là, de notre imaginaire collectif. Dans le cas de Richard Hughes Gibson, qui écrivait dans le Hedgehog Review un article qui s'appelle Autocomplete, bien pour lui, ça vient littéralement court-circuiter notre capacité à développer
la capacité, si on veut, à développer nos compétences informationnelles. Maintenant, hein, c'est comme une machine à sous. Hein, on rentre des mots-clés. Oui, si ça ne fait pas notre affaire, on le jette. Oui, mot-clé. Ça ne fait pas notre affaire, on le jette. Puis là, maudit chanceux, tu es tombé sur un texte qui marche vraiment bien, fait qu'on va le prendre. Mais ça vient freiner notre capacité à enrichir notre compétence par la pratique, si on veut. C'est pas que c'est mauvais. Ça va effectivement avoir du bon pour plein de choses, notamment si les gens n'ont jamais essayé GPT-3. Le Playground, l'API de GPT-3 qui permet de générer du texte pour remplir des formulaires, par exemple, avec des sections d'appels d'offres ou de subventions. C'est vraiment fameux. Là. Ça accélère beaucoup le processus. Mais il reste que c'est encore une commercialisation de notre imaginaire collectif, de notre compétence collective à produire de l'information. Puis ensuite, parce que c'est un 5 minutes, là, fait qu'il faut que j'aille vite, il fallait que je fasse des choix. Est-ce que je suis rendu à mon deuxième YARC? Vas-y. Oui. En fait, Research Rabbit m'a aussi fait tomber sur Luke Moon, ou Moon, de l'Institut de la culture et des sociétés du Western Sydney University, qui écrivait dans le AI and Ethics, la revue, un article qui a attiré mon attention tout de suite, c'est « The Uselessness of AI Ethics », l'inutilité des cadres de référence en éthique. En gros... Ça me parle. Moi, ça me parle vraiment beaucoup. En fait, je le dis tout de suite aux auditeurs, aux auditrices, j'ai tellement aimé ça, cet article-là, que je n'ai pas encore pris le temps de challenger mon biais de confirmation. Ce qui fait que là, je suis un peu biaisé. Il faut absolument lire ça puis ensuite faire un travail critique. Ça confirme exactement ce que je pense. Ça confirme tout ce que je pense, ce qui fait que... Ça fait qu'on le cite, puis on dit que c'est bon, puis on le met dans nos prières, puis on en parle à la radio. Ce qui fait que prenez ce que je vais vous dire avec un grain de sel, ça mérite réflexion. Oui. Pour l'auteur, les cadres de référence en éthique, puis on en dénombre plus de 80, fait que ça en a beaucoup. Les cadres de référence en éthique sont inutiles pour 3 raisons majeures. D'abord, les termes qui sont utilisés sont insignifiants. Fait que les cadres éthiques sont insignifiants parce que les termes sont vagues, sont équivoques, sont complaisants envers les compagnies technologiques qui produisent ces éléments-là, puis par conséquent sont à l'avantage de ces derniers. Si vous suivez l'actualité en Europe, ils essaient de créer un marché unique de l'intelligence artificielle, puis ils se butent justement à comment le vocabulaire va pouvoir entrer, si on veut, dans les mécanismes ou les organismes de régulation au niveau plus légal, juridique, administratif, parce que l'essence des mots est tellement flou et vague que ça laisse un peu le champ libre pour les interpréter comme on veut. Ensuite, en plus d'être insignifiant, c'est des principes qui sont isolés. Hein. C'est le développement éthique de l'IA et des SIA, en gros, il serait endogène au marché de l'IA. Autrement dit, quand on parle d'explicabilité, de validité, de fiabilité, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Fait que dans les éléments les plus importants des cadres de référence éthique, ça prend une forme de compétence, puis de compréhension, puis d'expertise pour les manipuler, puis pour qu'ils percolent dans le débat public, si on veut, que le commun des mortels ne connaît pas, en profite pas, ce qui laisse encore une fois beaucoup d'avantages aux compagnies technologiques qui produisent ça et qui sont des lobbies très, très puissants. Ces principes isolés-là, en gros, ça fait en sorte que les cadres de référence de l'éthique en IA, c'est des cadres de référence qui sont beaucoup plus proches d'une stratégie d'affaires. On veut rendre l'IA socialement acceptable sans la rendre éthiquement correcte, si on veut, sans la rendre véritablement éthique. Ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à voir comment ces cadres éthiques-là pourraient avoir une vie à l'extérieur d'une vie cosmétique, d'une vie stratégique, si on veut. Puis notamment parce que la culture de la Big Tech est pourrie pour l'auteur. C'est une culture de bro-grammar. Bro-grammar. C'est une culture qui... Première fois que j'entends cette expression. Oui, moi aussi, mais je l'ai trouvée intéressante. Je l'ai notée dans mes hashtags. Mais c'est ça, puis c'est une culture d'hyper-performance, c'est une culture où tout est une solution technologique, les problèmes humains sont un peu déconsidérés, où les impératifs du marché sont très, très forts. Fait que la question qui soulève par rapport à ce point-là, notamment, c'est comment est-ce qu'on peut espérer qu'un milieu d'affaires qui n'est pas éthique au départ ou qui a peu d'intérêt à devenir véritablement éthique s'intéresse à un cadre de référence éthique de manière sérieuse. Puis enfin, à cause de ça... Mais le cadre, ce que ça permet de faire aussi, souvent, on le dit souvent, c'est un peu cosmétique, mais ça permet d'avoir une grille, puis une fois que tu as coché toutes les cases de la grille, tu te dis, c'est fait, c'est correct, éthique. Notre outil est correct. C'est ça. Alors que le but, c'est pas autant d'en cocher que d'en débattre, que d'approfondir certains thèmes, puis d'en mesurer l'importance, et non pas de dire check, oui, c'est éthique, puis à la fin, c'est très, très, très éthique parce que j'ai coché. Ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. Mais en fait, toi aussi, tu as un biais de confirmation. Tu serais vraiment d'accord avec Luke Moon. Ah oui, c'est ça, je vais le citer tout de suite. Là. Exact, qui critique le box ticking.
Ouais, c'est Fait que ça. c'est un peu ça. Ce qui l'amène à dire, en fait, puis c'est ça le troisième argument, que l'éthique, les cadres de référence en éthique de l'IA sont édentés, hein, littéralement. Là. C'est même pas décaféiné, là, c'est édenté, parce que le contexte de développement des cadres d'éthique fait en sorte qu'il n'y a pas de friction entre l'éthique et le monde des affaires. Fait que donc, autrement dit, les cadres de référence en éthique, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de conduit qui permet d'en faire des politiques publiques de l'intelligence artificielle qui ne serait pas juste une inspiration philosophique sur qu'il faut être éthique, qu'il faut être équitable, qu'il faut faire de l'EDI, etc., mais des politiques publiques qui encadreraient les développements futurs de l'éthique. Fait que dans ce sens-là, pour lui, les cadres de référence en éthique sont généralement inutiles. Mais heureusement, il y a des solutions. Les solutions, c'est de rétablir l'équilibre dans le dialogue social, qui est présentement à l'avantage des grandes compagnies qui maîtrisent, qui ont l'expertise, qui ont la connaissance, puis qui s'impliquent dans les débats en disant que les problèmes éthiques ont des solutions technologiques, hein, l'explicabilité, la fiabilité, etc., etc. Mais dis-lui, en gros, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait peut-être, et c'est une suggestion, d'arrêter de parler d'éthique de l'IA et parler de justice de l'IA. Donc, autrement dit, considérer que l'innovation technologique, c'est un processus social, puis pas juste un programme de recherche et développement. Puis qu'il faut donc réfléchir à l'éthique en termes de conception, donc forcer l'intégration du public en amont de la conception de ces outils-là. Rappelle-nous, c'est quel article? C'est Luke Moon, ou Moon, je ne sais pas comment il le prononce, mais Luke Moon. L'article s'appelle The Uselessness of AI Ethics. C'est dans la revue AI Ethics. Génial. Eve, Shirley, Maxime, quelque chose à ajouter sur les Yark et Lovelace de Fred? Vas-y, Maxime. Vas-y, Maxime, je t'en prie. Ok. Oh, pardon, désolé, je savais pas qui c'est qui voulait commencer à parler. Mais moi, je voulais simplement réagir parce que ton prix Yark, ça semblait quand même assez critique par rapport... Enfin, tu présentais des lectures assez critiques par rapport aux nouveaux modèles génératifs de texte et d'images. Personnellement, moi, j'ai mis ça dans mon prix du meilleur de l'année. C'est ce que j'ai préféré. Alors, j'étais assez surpris, mais ce sur quoi je voulais insister. Moi, mon prix, c'était surtout pour récompenser la prouesse technique qu'il y avait derrière ces nouveaux modèles. Par exemple, ChatGPT qui a été mis au public, qui a été rendu accessible. Y a-t-il quelqu'un qui l'a pas testé en ce moment là? Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde et sa mère. Il l'a testé, le ChatGPT. ChatGPT, moi, j'ai pas touché. J'en ai juste le regardé. Tous mes réseaux sociaux sont envahis. Puis moi, quand ça se passe, là, je décroche, puis je prends... Ah oui, c'est fait trop que populaire. Dans 3 mois, je découvrirai avec un peu de recul, peut-être. Oui, ou avec le même enthousiasme que j'ai découvert Dali. Là, mais oui, moi, j'allais dire des yeux ébahis. Ouais, exact. De toute façon, non, il y a eu trop d'utilisateurs qui s'en sont servis. Ils ont fermé la plateforme pendant quelques jours, donc tu pourras pas l'essayer aujourd'hui, malheureusement. Non, mais j'en ai pas envie. J'en ai pas envie, je t'assure. Ce que je voulais saluer, c'était surtout la prouesse technique et algorithmique derrière. Juste pour vous donner quelques chiffres, GPT-3, donc le modèle sur lequel est basé ChatGPT, c'est un modèle qui contient près de 180 milliards de paramètres. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça tient sur 800 gigas de mémoire. Donc, il y a besoin de 800 gigas de mémoire pour stocker le modèle. C'est quand même énorme. Puis, par exemple, moi, quand j'entraîne mes expériences sur mon ordinateur, ça tient même pas en 1 giga. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est gigantesque. À quel point ça brûle du gaz. Oui. Yes, le texte, donc GPT-3, c'est un modèle de langue qui a été entraîné sur une quantité énorme de textes. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils ont utilisé Wikipédia pour l'entraîner. Et Wikipédia, ça représente seulement 3% du volume textuel qui a été utilisé par le modèle. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de à quel point c'est massif. Donc ça, c'était mon premier prix Lovelace. Mon garçon me disait, il utilisait ChatGPT, puis il disait, ah ouais, ça fonctionne comment? Puis là, j'y montre un peu, puis là, il dit, ben, ça fait pas de faute. Ben non. Il parle très bien. Ça fait pas de faute, ça fait pas d'erreur, puis sa syntaxe est bonne. Oui. Ben oui, il a appris à partir de textes qui étaient pas si mal écrit que ça. Fait que là, je le voyais là, qu'il voyait ses futurs travaux là-dessus. Là. C'est sûr que c'est ça qu'il avait en tête. Mais je me posais la question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est
problématique si, par exemple, quelqu'un a une tâche professionnelle à faire, puis il utilise ces outils pour essayer d'améliorer son texte ou rédiger quelques paragraphes. Est-ce que vous pensez que c'est très problématique ou est-ce que vous pensez que ça améliore la productivité? Qu'est-ce que vous en pensez? De mon point de vue RH, là, je m'excuse, Non, non, au ne pas contraire, avoir pris la vas-y. parole, là, désolé, mais de mon point de vue, gestion des ressources humaines, je pense que c'est ce qui va percer bien avant le métavers là, comme outil de productivité. Mhm. Ça peut être utile vraiment à un ensemble de choses. Moi, je l'ai testé pour faire des descriptions de postes imaginaires, là, Oh, pour faire des fiches métiers, pour remplir des demandes de subventions, pour briser la page blanche, si on veut. Mais c'est des activités qui sont plus créatrices, puis dans lesquelles je dirais le facteur, la fonction de vérité est faible, au sens où je connais déjà le résultat attendu à peu près. Fait que ça me permet de tester rapidement si le résultat de la machine, de comprendre rapidement si le résultat du modèle me convient ou pas, puis d'aller en chercher un autre parce que je connais déjà un peu les attentes. Là où mon problème arrive, c'est un peu comme avec Galactica. oui. J'allais dire Battlestar Galactica, mais c'est pas du tout la même chose. Galactica, c'est le modèle de Facebook qui Ça faisait se peut que j'en parle un peu plus loin. Ouais, OK. Ben, c'est ça. En fait, c'est que c'est la façon dont ils présentent les choses. D'ailleurs, j'ai un article là-dessus dont j'ai pas eu le temps de parler, qui fait en fait, c'est un excellent baratineur. C'est des bons baratineurs, ces outils-là. Oui. C'est-à-dire qu'ils génèrent des choses qui ont l'air vraiment vraies, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Puis moi, c'est là que j'ai une inquiétude, plus que le fait que quelqu'un l'utilise pour améliorer sa productivité. Je sais qu'il y a des étudiants qui l'ont utilisé pour améliorer justement leur productivité. Des fois, je trouve que ça ressemble à des discours un peu de politiciens où il y a beaucoup de mots qui Oui. sortent, puis là, on voit que c'est bien enveloppé, puis à la fin, tu te dis, qu'est-ce qu'il me dit? Finalement, c'est simple. Pourquoi mettre autant de fioritures autour du discours, puis être si poli, puis tourner, puis je pense entre autres à ChatGPT. Mais par exemple, tu disais, si c'est des étudiants qui l'utilisent, est-ce qu'on devrait sanctionner que les étudiants utilisent ces outils pour rédiger leurs essais ou des paragraphes de leurs tests de maîtrise ou autre? Ben, moi, Ou pas? Parce qu'on peut même pas le détecter, en fait. Ben, ils le font, c'est ça. Je Mhm. pense que c'est ça le défi, c'est que ils peuvent prendre un bout de texte sur Wikipédia aussi, mais le problème, c'est que s'ils prennent le bout de texte, puis tu prends le même bout de texte, puis tu le cherches sur Internet, tu vas tomber sur la page. Mais si tu prends un bout qui a été produit puis généré par ces moteurs-là, ben, le plagiat, il est très difficile à détecter parce que oui, effectivement, lui, il est allé plagier un peu à gauche et à droite, il est allé puiser du contenu, mais à la fin, le phrasé de tout ça, celui-là est indétectable, il est unique, il est nouveau. On a l'impression qu'il répète ce qu'il a entendu, puis c'est effectivement ce qu'il fait, mais le phrasé, lui, est indétectable en matière de plagiat. Moi, mon premier réflexe comme prof, c'est que j'ai pas vraiment de problème avec ça si l'étudiant le fait de manière conséquente. En fait, s'il disait, par exemple, s'il me disait en référence, ce passage a été rédigé à l'aide de ChatGPT-3 puis corrigé de façon à convenir aux paramètres du travail, parce que c'est un passage très descriptif, par exemple, mais que l'autre passage, je voulais mettre plus de temps sur la réflexion, la structure de la réflexion, puis etc. J'ai pas trop de problème avec ça. Mon problème, c'est plus parce que ça génère du texte qui est original à chaque fois, puis que les étudiants auront peut-être pas ce qu'il faut pour détecter ce qui est une bonne information, un bon usage d'un mauvais usage. Puis ça, je pense que c'est à l'expérience qu'on va le voir. Puis l'autre chose aussi je pense qu'il me plaît à quelque part, c'est que ça force, d'un point de vue des professeurs, ça force un peu à poser des questions qui ne peuvent pas être répondues par l'outil. Mais ça, c'est peut-être une innovation. Il y a Eve qui voulait ajouter quelque chose. Oui. Vas-y, Eve. Ouais, ben en fait, la première chose, je me dis, si on se met à faire des examens qui peuvent être répondus par l'intelligence artificielle, à quoi ça sert d'aller à l'école? Là? Je pense que le but aussi de faire des travaux académiques, c'est que la personne qui les rédige réfléchit et avance. Puis apprennent à l'écrire. Apprennent à l'écrire, oui, c'est ça. Oui. Fait que, bon, après ça, quel est l'intérêt à la limite, le professeur génère... Parce que j'ai vu des gens tester sur les réseaux sociaux, des gens qui demandaient à GPT-3 de générer des questions d'examen et de générer les solutionnaires. Après ça, on peut faire ça. On peut se faire croire que l'étudiant travaille, puis le professeur travaille, puis au final, on automatise tout. Je ne vois pas vraiment d'intérêt. Par contre, oui, c'est ça. Là où je vois l'intérêt, c'est que ça peut justement nous forcer peut-être à être plus créatifs, à être moins de la pure banalité.
Puis je pense que ce qui est intéressant avec GPT-3 ou avec tous ces modèles-là, c'est qu'ils nous forcent, puis c'est ce dont je parlais dans le précédent épisode sur les DALL-E et compagnie, c'est que ça peut aussi nous permettre d'ouvrir les frontières de notre imagination, de nous challenger, d'aller vers ailleurs, de créer, d'être des outils d'imagination, de créativité, d'exploration. Puis là, je trouve ça intéressant. Par contre, puis pour conclure, avant de te repasser la balle, Maxime, tout à l'heure, Frédéric, quand tu parlais de rédaction d'appels d'emploi automatisés, je me demandais si on n'allait pas en venir à une forme d'uniformisation, d'un manque de diversité, que tous les postes soient plus ou moins les mêmes. Puis ça, je trouverais ça quand même dommage. J'espère vraiment que l'avènement de ces outils-là, GPT-3 et compagnie, vont nous permettre non pas d'aplanir la société, mais au contraire de la diversifier en l'utilisant comme des moteurs de création, de créativité, et non pas comme des moteurs d'uniformisation. En fait, Eve, je pense que ton point, il diffère un peu du mien, dans le sens où, oui, toi, tu argumentes en faveur de diversité, de créativité, etc. Mais par exemple, moi aussi, je vois ces modèles de texte comme une manière pour, par exemple, dans le cas concret des étudiants, de s'affranchir un peu de leurs limitations. Par exemple, si c'est un étudiant qui est pas forcément le plus fort dans l'écriture de l'anglais, il va pouvoir avoir l'idée d'un paragraphe, puis ensuite, ce modèle-là, ça va l'aider à rédiger, à rédiger ses idées de façon beaucoup plus qualitative s'il doit rédiger quelque part. Bon, certainement pas pour un cours où il doit être évalué sur ses compétences à écrire en anglais, mais je pense que ça peut aussi permettre de s'affranchir de certaines limitations en compétences individuelles de chacun. Écoutez, c'est sûr que ces sujets-là vont revenir un peu plus tard. Là. Moi, j'ai mes Yark et Lovelace aussi. Là, donc, c'est sûr qu'on se dirige vers quelques autres outils qui ressemblent à ça. Donc, je vous invite à garder quelques munitions pour plus tard. Peut-être continuons avec les prix Yark et Lovelace de Maxime. Donc, commençons avec notre plus jeune recrue cette année. Donc, vous l'avez entendu, là. Maxime, toujours dans ses travaux de thèse, est-ce que tu vas, là on t'entend, est-ce que tu vas faire écrire ta thèse paragraphe par paragraphe par chat? Non, GPT? j'ai vraiment pas eu de chance. Malheureusement, j'ai terminé d'écrire ma proposition de recherche Dommage. avant l'avènement, mais c'est vrai que ça m'y a fait penser. Je me suis posé la question, puis même entre étudiants et tout, on s'est posé la question à quel point est-ce qu'on peut s'en servir ou pas. Mais donc mon premier prix. Vas-y avec tes prix Lovelace et Yark. Oui, mon premier prix Lovelace, du coup, on vient d'en discuter. C'était justement ces modèles at scale qui sont à grande échelle, donc avec l'exemple de GPT-3. Mais j'en avais aussi un autre, par exemple le prix du meilleur article dans la conférence CoRL, c'est une conférence en robotique, qui est arrivé à faire apprendre à un robot à marcher en moins de 10 minutes en utilisant du calcul parallèle massif. Donc, c'est vraiment des infrastructures extrêmement chères. Oui, j'ai vu les images de ça. Ça se peut-tu que ça a circulé? Oui, enfin, vraiment, il y a des vidéos et des images qui ont été publiées sur les réseaux. Puis, vraiment, avant cet article-là, pour entraîner un petit drone à marcher, ça prenait des heures d'entraînement. Puis les tâches étaient très spécialisées. Il pouvait par exemple marcher sur un terrain plat, mais là, en seulement 10 minutes, le drone arrive à marcher sur des escaliers de parc avec des feuilles d'automne, des textures, une diversité de textures vraiment super compliquées. Donc l'idée générale dans mon prix Lovelace, c'est de récompenser vraiment les prouesses techniques qui ont été faites pour faire que ces modèles-là passent à grande échelle. Et on voit que l'échelle, ça permet de vraiment résoudre des tâches de plus en plus compliquées. Là, on voit qu'il a dépassé. En tout cas, pour la marche, il a dépassé l'humain. Un humain, c'est à peu près ça. Là. C'est quoi? C'est 1 an à peu près, un humain, avant qu'il apprenne à marcher. Là, on est à une journée, c'est ça? Pour un robot? 10 minutes, du coup. 10 minutes, voilà, c'est ce que ça prend. Ouais. Puis mon prix. C'est quelle compagnie, ça? C'est pas une compagnie, c'est le meilleur article de la conférence CoRL. L'auteur, c'est Nikita Rudin et le superviseur, c'est Marco Hutter. Excellent, merci.
Puis mon prix IARC, c'est plus sur les limites des outils d'IA qu'on voit apparaître de plus en plus sur le marché. Par exemple, j'ai fait l'observation que dans le traitement texte, il y a une application très connue, Grammarly, certainement que vous l'avez tous utilisée. C'est une application qui est restreinte à la langue anglaise. Mais cette observation-là que les produits qui sont basés sur l'IA sont meilleurs sur les langues dominantes comme l'anglais, ça se ressent aussi par exemple avec Siri ou Alexa ou encore même dans ChatGPT, si on fait des requêtes en anglais, on a plus de chances qu'elles soient mieux traitées que si on les fait en français, etc. Puis en fait, cette observation que certaines langues sont meilleures que d'autres pour les outils d'IA, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe dans la communauté de recherche et de ce que je vois de la communauté, comment elle est organisée. Par exemple, en 2020, il y a donc c'est quelque chose qui est assez récent. Il y a Ça fait longtemps, en 2020. c'est il y a 2 siècles. Il y a un consensus européen qui a été organisé pour justement concentrer des bases de données textuelles pour apprendre des modèles dans différentes langues en Europe. Puis on voit que l'anglais était complètement dominant avec 2500 bases de données anglophones contre 128 pour, par exemple, le roumain. Donc, on voit que même dans la communauté de recherche, il y a des disparités. Et en fait, ce sont ces disparités dans la communauté de recherche qui ensuite finissent par se ressentir dans le marché. Et récemment, ce problème a été vraiment... Donc, il y a quand même... Là, je suis en train de parler des améliorations par rapport à ce problème. Il y a la conférence NeurIPS, qui est la meilleure conférence pour publier ces articles de recherche, qui s'est rendu compte de ce problème. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les chercheurs cherchaient surtout à produire des nouveaux algorithmes, mais se concentraient moins sur évaluer sur une diversité de tâches, comme la diversité des langues, etc. Et donc, la conférence NeurIPS a récemment mis une nouvelle track d'articles pour justement arriver à publier des nouvelles tâches dans de nouvelles langues, comme Dans de nouvelles langues. le roumain, le coréen et des dialectes en chinois, etc. En tout cas, pour ceux qui parlent français, c'est une bonne nouvelle, là. C'est-à-dire que c'est le monde de la recherche en général, là. C'est très difficile de publier en français. En tout cas, c'est possible, là, mais d'être lu, d'être cité, c'est sûr qu'on s'engage sur un terrain glissant que celui de la langue, là, surtout au Québec, là, mais c'est très difficile de faire les choses en tant que chercheur dans sa propre langue. Puis je donne à l'exemple ce podcast, là, le nombre de fois où on m'a dit « Ouais, mais tu pourrais le faire en anglais. » Oui, peut-être, on aurait plus de views puis de téléchargements, mais en même temps, qui va parler d'IA en français si on n'en parle pas en français? À un moment donné, il faut faire ce genre de choix-là. Une bonne nouvelle, cependant. Je pense que les FRQ viennent de créer un observatoire de la publication en français ou quelque chose du genre qui vise à encourager la publication en français, qui est une excellente nouvelle à mon sens. Parce que c'est vrai qu'il y a un manque crucial. La conversation se passe tellement plus en anglais. Puis c'est un problème. C'est un problème, très certainement. As-tu d'autres choses à ajouter sur ton prix IARC, Maxime? Non. OK. Alors, de mon côté, moi, je vais vous donner mon prix IARC, puis je vais vous réserver mon prix Lovelace pour la deuxième partie du podcast. Donc, je vous rappelle, la deuxième partie, ce sera diffusé pendant le temps des fêtes. Mon prix IARC, je le donne à l'outil, Fred en a parlé un peu plus tôt, donc Galactica. Donc, Galactica de Meta AI, donc l'équipe de Yann LeCun, ou LeCun, moi je dirais. Donc, un outil qui est prometteur. En tout cas, moi, j'avais foi dans cet outil. Puis, ça a été fermé peut-être 48 heures après les premiers accès au grand public. C'est pas long. J'ai voulu le montrer autour de moi, puis déjà, c'était fermé. Donc, rappelons peut-être ce qu'était Galactica. Donc, c'est un outil créé par Meta AI. Donc, c'est l'aile AI de Facebook. Donc, c'est un outil qui ressemble à GPT-3, donc d'OpenAI, qui est capable de générer du texte automatiquement. On lui fournit quelques questions, un thème, puis ça génère du texte. Donc, ce sont des outils, on en a parlé un peu plus tôt, là, des outils capables de lire, d'analyser des textes, de produire des textes
en prédisant. Donc, c'est des modèles prédictifs. Là. Il ne crée pas, là, mais c'est plutôt de la prédiction sur le prochain mot qui s'en vient et les mots qui devraient logiquement suivre un autre. Là. Je pense que c'est comme ça le concept. À la différence de GPT-3, donc Galactica avait été entraîné à lire et analyser des textes scientifiques. Je pense que c'était un peu ça son originalité. Dans l'article, on parle d'un projet où l'outil en question a été entraîné à partir de 48 millions d'articles scientifiques. Puis l'idée derrière tout ça, c'est qu'on dit, s'il apprend à partir de la science, il va être plus savant ou du moins il va pouvoir produire du contenu qui est plus fiable. Donc, 48 millions d'articles. Aussi, on dit, c'est aussi, dans le fond, c'est un outil qui peut nous résumer l'ensemble du savoir scientifique, puis qui peut, vous n'avez plus besoin de lire ces 48 millions d'articles parce qu'il y a un outil qui le ferait pour vous. En tout cas, moi, je trouvais ça pratique comme idée. J'y croyais peu, là, mais je trouvais que c'était intéressant comme concept. Donc, Galactica, vous écrivez une ligne de commande, par exemple, écris-moi un article qui me résumerait si le vaccin ARN il est sécuritaire. Puis là, Galactica produit un beau résumé. Puis on pouvait même soumettre des équations mathématiques dans le moteur. Puis Galactica produisait une réponse. Puis c'était l'idée. Donc, par contre, on avait été prudent. Puis sur la page de Galactica, on mentionnait « Attention, ne vous fiez pas au contenu produit par notre modèle sans vérification. » Donc, ça me semble logique. Puis au moins, c'était dit. Puis heureusement que c'était dit parce que les premières requêtes des utilisateurs étaient des tests. Moi aussi, je fais toujours mes tests. Là. Je pose à peu près toujours les mêmes questions. Les questions que je regardais ce qui circulait sur Internet, est-ce que la vaccination crée l'autisme? Puis là, on regarde la réponse. C'est un bon test pour savoir si ta science elle tient la route. 2 plus 2 égale combien? C'est un bon test pour savoir s'il est capable de résoudre des équations mathématiques. Puis une que j'aime bien tester aussi, c'est peut-on faire bouillir du lait radioactif pour le rendre consommable? Ça, je le pose tout le temps parce que dans la littératie scientifique de la population, cette question-là est curieusement assez échouée. C'est triste à dire, là, mais souvent, la radioactivité, l'effet de faire bouillir un lait, il y en a plusieurs qui confondent tout ça. Donc, moi, je teste ça aussi avec les outils en question. Puis, l'outil Galactica, 2 fois sur 3, l'outil échouait lamentablement. Puis, les experts se sont mis à lui lancer des insultes. Fred a dit tantôt « Random Bullshit Generator », on entend ça, là, que je traduirais par générateur de fumier de taureau. Ce serait une façon polie de le dire. Générateur de baratin. De baratin. Si tu veux un français correct. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai vu un exemple où ils avaient fait une requête à Galactica pour rédiger un abstrait d'articles de machine learning. Puis, ce qui était écrit, ça veut pas de valeur scientifique, mais il avait tellement capturé la formule mainstream d'un abstrait de machine learning avec les formules de phrases, nous achevons un meilleur état de l'art, etc. Enfin, bref, pour montrer à quel point tous les abstraits dans la communauté se ressemblent, puis il y a des codes à respecter. Il avait vraiment capturé ça. Qu'un résumé d'article, c'est comme s'il avait été écrit par la même personne. Là. Il y a une recette, on la connaît. Une fois que tu la connais, tu écris tes abstracts, tes résumés de la même façon. Là. Donc, 48 heures plus tard, Galactica, on a tiré la plug. Puis difficile de savoir exactement pourquoi on a décidé de tirer si rapidement la plug. Je regardais Yann LeCun sur Twitter, puis il disait que c'était justement les commentaires vitrioliques de la population sur Twitter qui était un peu découragée de l'outil en question. Je pense qu'Yann LeCun était un peu découragé de tout ça, puis de voir son équipe... Comment tu dis? Ça, il faisait de la grosse peine. Là. C'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau de sa personnalité qui est ressorti de ça. Il est devenu lui-même très revanchard, très amer de tout ça. Là. En même temps, c'est un outil qui prétend dire ce qui est vrai, ce qui est scientifiquement validé. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est peut-être justement les prétentions scientifiques de l'outil qui lui ont nui. C'est-à-dire que si l'outil prétend juste
résumer bêtement ou créer du texte bêtement dans un modèle prédictif, ça va, on est prêt à tolérer la bêtise, mais lorsqu'on associe ça à la science, on l'a éduqué à partir de la science, il faut produire de la science. C'est peut-être ça aussi le problème, la prétention de tout ça. Puis en même temps, c'est un outil qui ne peut pas nous dire sa source. Puis ça revenait aussi avec ChatGPT. Tu sais, moi, quand mes enfants affirment quelque chose à la table, tu sais, la première chose que je demande tout le temps, c'est où tu as vu ça? Tu sais, c'est un peu ça le défi là, avec ces moteurs-là. Là, c'est quand ChatGPT t'a dit quelque chose, tu dis OK, mais où tu as pris cette information? Tu sais, pour quelqu'un en science, c'est super important de citer où tu as pris l'information. Il y a, surtout pour de la science qui est assez nouvelle, qui est récente, qui est à la fine ligne là, qui sépare la technologie de l'ignorance. Là. Donc, c'est important d'avoir des sources. C'est ce qu'on fait en science. Là. Puis l'incapacité de l'outil à nous citer exactement sa source, c'est pas juste la transparence, le problème, c'est la validité ou la certitude de ou l'origine de ce que tu es en train de nous affirmer. Donc, Galactica, avez-vous testé l'outil? Est-ce que vous avez quelque chose? Moi, j'ai pas eu le temps, mais je trouve que c'est intéressant comme expérience, au moins dans la mesure où ça dit quelque chose de notre rapport au savoir, de comment est-ce qu'on donne un statut au savoir par la connaissance. Un des problèmes de Galactica, c'était que le ton des résultats était plausible. Ça a l'air d'être quelque chose de scientifique. Ça a l'apparence d'avoir de l'autorité, mais dans les faits, c'est pas attaché nécessairement à quelque chose qui est vrai, etc. C'est juste le ton. En fait, c'est comme un effet de toge algorithmique sur la façon de parler de science puis de savoir. Le fait qu'on morde à l'hameçon comme ça, ou le fait qu'il y a un risque qu'on morde à l'hameçon là-dessus, je trouve que ça renvoie aussi de nous-mêmes une image qui est intéressante par rapport justement à notre faiblesse face au baratin ou à la bullshit en général, parce que c'est ça la qualité de la bullshit. Là. C'est une assertion qui n'a pas de fond de vérité, mais qui est là juste pour influencer. Ce qui fait que ça, je trouve que ça dit de quoi là-dessus qui est bien intéressant. Puis en même temps, si ça produit des choses qui peuvent pas être explicables, qui peuvent pas être testées, qui sont pas réplicables, ben forcément, ça pose un problème de scientificité déjà au départ. Ce qui fait que, voilà, peut-être une autre machine à sous algorithmique. Là. Machine à chou, oui. Pour ma part, ce qui m'a déçu aussi, c'est le refus de s'engager dans une réflexion critique quant à l'outil qui était développé. Il y avait, on mettait en lumière des bugs, des problématiques, des risques. Puis, ça a été reçu par l'équipe de développeurs comme votre outil est n'importe quoi, il n'est pas jeté là à la poubelle. Alors que si on s'était remis en question, puis on s'était demandé, bon, est-ce que notre objectif était véritablement louable? C'est toute une question qu'on se pose pas assez souvent aussi. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on répond vraiment à un besoin ou on se dit, j'ai un marteau, voici le clou sur lequel je peux taper? On serait capable, en entraînant un modèle de langue sur un corpus de connaissances scientifiques, d'en faire quelque chose. Faisons-le. Est-ce que c'est vraiment un besoin qu'on a? Est-ce que ça peut pas, au contraire, avoir des impacts beaucoup plus négatifs que des bienfaits? C'est là, moi, je trouve que c'est dans la conceptualisation même, ça revient un peu à ce que Frédéric disait plus tôt, là, la conceptualisation des projets d'intelligence artificielle, que c'est très décevant, ce projet-là. Pas sur les résultats en tant que tels. Des résultats, ça s'améliore. Si c'était simplement des lacunes au niveau des performances, ce serait tel que tel. On peut continuer à travailler. Mais si on réfléchit pas, si on prend pas le temps de réfléchir à est-ce qu'on poursuit un objectif louable avec notre technologie, ben, je pense que ça sera le point de faillite de l'intelligence artificielle. Puis, vas-y, Fred. Ben, juste pour rebondir rapidement aussi, l'idée aussi que moi, je suis un geek. Fait que quand j'entends des affaires comme ça, je trouve ça absolument fascinant, ce que tantôt vous racontiez, toi et puis Maxime, sur ce que ça prend comme infrastructure pour être capable de faire tourner puis de développer ces modèles-là. Moi, je trouve ça fascinant. Pour moi, c'est comme rentrer dans Star Trek, mais en même temps, je me pose un peu la question du rapport coût-bénéfice. Ça coûte une fortune les coûts sociaux, les coûts économiques, financiers, environnementaux du développement de ces technologies-là sont absolument phénoménaux. Là. Puis la question que je poserais, c'est l'argent investi. Oui, c'est ça. Puis en gros, ce que je me dirais là-dedans, c'est quoi ça donne. J'ai vu, moi, un article passé qui a coûté une fraction de la ressource, mais vraiment une fraction infinitésimale de la ressource pour développer un modèle justement algorithmique à l'aide de l'apprentissage automatique comme ça, pour être capable
partant de l'enregistrement d'un PET, déterminer le niveau de santé ou donner un indice de diagnostic par rapport à un problème, par exemple, qu'il pourrait y avoir. Fait que c'est vraiment, puis c'est très sérieux, là, il n'y a pas de... mais c'est une fraction pour un problème très, très spécifique, mais le rapport coût-bénéfice ici me semble déjà plus, je dirais, plus facile à voir qu'une affaire comme Galactica, avec des dépenses faramineuses, puis je comprends qu'on fait avancer la science, là, je ne suis pas contre ça du tout, mais il y a quelque chose là-dedans que je trouve un peu élusif, je dirais, qui m'échappe un peu sur comment on calcule le rapport coût-bénéfice par rapport à ça. Ben, Vas-y, Maxime. je pense que oui, effectivement, de nos jours, ces modèles-là sont des exemples de coûts faramineux. Mais je pense que sur le long terme, il faut passer par là parce qu'ensuite, une fois qu'on l'a fait une fois et qu'on a dépensé tellement d'argent, ben ensuite on fait des économies d'échelle, puis les coûts finissent par diminuer. On l'a vu par exemple avec le stockage en disque dur. Il y a 20 ans, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Les cartes graphiques, les prix diminuent aussi, etc. Donc, je pense que oui, de nos jours, ça coûte très cher, mais en étant optimiste, peut-être que ces coûts vont diminuer avec le temps. En étant optimiste. Donc, des analyses de PET, tu disais, c'est ça? Des bruits de PET? Ouais, je disais ça un peu à la blague, mais ça existe pour vrai. OK, je vais me retenir. C'est pas comme mes garçons au souper. Dès que je parle de GPT, c'est sûr qu'ils ont de la difficulté à retenir un rire. Donc, Galactica. Puis moi, j'ajouterais peut-être que ce qui m'inquiète encore plus sur Galactica, c'est... moi, mon champ de recherche, là, c'est les manquements à l'intégrité en sciences. Puis je voyais les textes générés, là, puis un outil. Disons que Galactica fonctionne très bien, là. Je suis pas sûr que ce serait une très bonne nouvelle parce que puis c'est vers là qu'on s'en va, là. C'est-à-dire qu'un outil qui est pas seulement capable de bluffer le commun des mortels, mais de bluffer aussi des scientifiques, un comité de révision, révision par les pairs, donc puis ça s'en vient. Le deep fake science, là, c'est pas loin. Dernièrement, là, je vous parlais d'un outil qui était capable de générer des images qui étaient bluffantes, des images scientifiques bluffantes. Accompagner ça d'un texte pas pseudo, mais scientifique bluffant, pas de source, mais bluffant quand même. Puis après ça, il reste juste à ajouter quelques sources fiables. Ben, c'est peut-être dans cette direction-là. Donc ça, c'est sûr que c'est exactement ça qui me ferait dire le plus grand yark. On n'est pas encore rendu, là, mais ça se peut. Donc le texte en question, j'ai documenté tout ça avec Taylor, donc Ross Taylor, ça s'appelle Galactica 2. A Large Language Model for Science. Donc, si vous voulez explorer, c'est quoi l'idée, qu'est-ce qui se cache derrière. On ne parle pas des millions investis, mais voilà, c'est l'article en question. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Peut-être juste un petit mot de la fin. En fait, souvent, peut-être que ce qui manque, c'est un peu comme ce que je disais tantôt à propos des cadres de référence en éthique, c'est un projet. C'est comme si c'est développé, mais qu'il n'y a pas de projet, on dirait, social en arrière de ça. Des fois, il manque un peu, on perd de vue le projet de société qui alimente l'imaginaire scientifique de recherche. Puis, tu sais, on peut parler de cyberlibertarianisme, on peut parler d'altruisme effectif, on peut parler de long-termisme, qui sont les espèces de philosophies politiques qui alimentent beaucoup les réflexions de la Big Tech, là, notamment chez Elon Musk, etc. C'est ces projets-là, on dirait, qui gouvernent un peu le développement scientifique dans le moment. Des fois, fait que peut-être une éthique avec un projet, une éthique de la recherche avec un projet de société, avec quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être complètement fou comme idée, là, parce qu'on ne veut pas trop imposer de trajectoire à ça, là, évidemment, là, mais on veut laisser ça libre. Mais il y a quelque chose là-dedans comme un développement sans projet éthique ou sans projet social ou avec un projet qui est plutôt laissé flou, si on veut. Qui est concentré peut-être justement sur l'accomplissement technique, Ouais, puis qui a de la difficulté à démontrer plus tard sa pertinence, puis sa pertinence sociale. Bon, voilà. Donc, on va terminer sur cette note plutôt pessimiste, mais pourquoi pas? On réfléchit, ça se peut qu'on sombre dans cette voie. Écoutez, ce sera tout pour cette première partie de notre party de Noël. Charles A.I. Brown. Ça se peut que ça soit ça le titre, là. Je vais voir, là, mais c'est un autre jeu de mots louche, puis pourquoi pas? Écoutez, je fais ce que je peux. Faites mieux! Hein, que disait ma mère. Donc, essayez de faire mieux, voir. On va vous revenir. Comment, Eve? Charles. Plutôt que Charles AI, tu fais Charles, C-H-I-A-R-L-E-S. Comme dans IA, Charles.
Ouais. On est dans les mauvais Si, jeux moi de je mots. l'ai. Ça, Un mauvais jeu de mots pour un autre. OK, on débriefera ça, Eve, là, pour voir si je change le titre pour. Oh non, celui-là. on peut le laisser mourir dans l'œuf. Mon silence était parlant, non? Écoutez, on va revenir avec la deuxième partie de notre spécial IA et Lovelace, partie de Noël. Charles E.I. Brown, faut voir le titre. Ce sera diffusé le 29 décembre 2022, donc ce sera notre 50e épisode. Donc 50 épisodes, 50, c'est beaucoup. Ce sera votre cadeau de Noël, ce sera le nôtre aussi. Donc 50 épisodes diffusés le prochain, le 29 décembre 2022. Merci à vous, merci Shirley, Eve, Maxime, merci d'être là. Restez pas loin, allez pas trop loin, parce que le 50e épisode est tout juste là, tout proche. Et je ne parle pas du fait qu'on va les enregistrer back-à-back, ces deux enregistrements-là. Donc, votre hôte, Jean-François Sénéchal, donc merci encore d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Merci d'être là à chaque épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez à ceux et celles qui vous entourent, qui aiment parler d'AI, qui aiment entendre parler d'AI. Et faites grandir notre belle communauté d'androïdes qui ignorent, qui rêvent peut-être de moutons électriques et d'androïdes qui parlent français et qui aiment entendre parler d'AI en français aussi. Passez un joyeux Noël, reposez-vous un peu, puis faites le plein de ce qui vous fait du bien. Et on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.